Et bonjour les enfants! Est-ce que vous connaissez des tueuses? Oui! Qui ça? Les sœurs Mapin. Papin! Papin. Oui, c'est bien parce qu'on en a parlé il y a quelques mois et ça veut dire que tu suis. Mais est-ce que vous en connaissez d'autres? Oui! Qui? Les sœurs Mapin. D'autres, vous en connaissez d'autres? Oui! Qui ça? Les sœurs Mapin. Putain. Si vous n'avez pas su répondre à la question posée plus tôt, eh bien c'est assez normal. Des tueuses, on en connaît très peu. Et des tueuses en série, encore moins. Et pourtant, il y en a. Oui! Les sœurs... Arrête, merde, c'est... La définition de tueur en série donnée par l'agent du FBI qui a inventé le concept, si on simplifie beaucoup, c'est un tueur qui tue au moins 3 personnes en l'espace d'une trentaine de jours. Or, des femmes qui correspondent à cette définition, il y en a pas mal quand même. Peter Vronsky, lorsqu'il fait une liste non exhaustive des serial killers, en compte 140 pour 400 serial killers. C'est beaucoup, hein, les enfants? Vous pouvez compter jusqu'à 140 avec vos doigts? 1, 2, 4, 6... Eh bien aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de 4 d'entre elles. Venez avec moi les enfants. 140. C'est bien. Il était une fois, au début du 19e siècle, dans un charmant petit village du Morbihan, une jolie petite fille très pieuse du nom d'Hélène. Un jour, la maman d'Hélène lui raconte une merveilleuse histoire, celle de l'Ankou. Vous connaissez l'Ankou, les enfants? Non. Eh bien l'Ankou, c'est le serviteur de la mort dans le folklore breton. C'est un vieil homme décharné, avec un visage sans yeux, sans nez et une affreuse bouche déformée. Il traîne en permanence une charrette. Et si vous entendez le bruit de sa charrette, ou que vous le voyez en personne, vous mourrez. Alors, est-ce que vous avez envie d'être amis avec l'Ankou, les enfants? Ah oui... Vous en conviendrez, ce personnage est tout de même un petit peu effrayant. Eh bien, Hélène trouvait qu'il faisait peur elle aussi. Et elle a été tellement impressionnée et effrayée par cette figure qu'elle a décidé de devenir elle-même l'Ankou et de tuer quiconque se mettrait sur son chemin. Elle va se faire engager comme cuisinière dans plein d'endroits. Et partout où elle passe, les gens mangent ce qu'elle prépare en cuisine, puis meurent en vomissant. 97 victimes plus tard, quelqu'un se décide tout de même à faire une autopsie. Monsieur, Germaine est morte. Comment se fait-il que tout le monde meurt dans le coin? Vous voulez du gâteau? À mon avis, il y a anguille sous roche. Effectivement, l'autopsie confirme un empoisonnement à l'arsenic. Après, pour la défense des enquêteurs, il y a une épidémie de choléra qui sévit au même moment et les symptômes se rapprochent de ceux de l'ingestion d'arsenic. Presque une centaine de victimes pour Hélène Gégado donc, et parmi elles des hommes, des femmes, des enfants, des soldats, des valets, des bourgeois, des servantes, des hommes d'église, et même sa propre sœur et sa tante dans divers villes et villages de Bretagne. Quand Hélène est accusée, elle nie tout en bloc, et elle n'a aucun mobile, jamais, pour aucun des crimes, de la cruauté pure. La tueuse est condamnée à mort, et l'histoire fait sensation, tant et si bien que les Bretons, qui ne sont pas les derniers pour la déconne, vont inventer une pâtisserie en son honneur, le gâteau d'Hélène Gégado. Un gâteau à l'angélique, pour imiter la couleur verte que donne l'arsenic à la cuisson, et aux raisins secs et aux amandes, qui étaient visiblement utilisés par Madame Gégado pour atténuer un peu l'amertume du poison dans ses plats. Il était une fois, au Mexique, Frida Kahlo, Holo del Paso, la Casa de Papel. dans les années 60, une jeune femme avec une histoire de famille un peu compliquée. Elle s'appelle Magdalena Solis, et pauvreté, prostitution et combine sont son quotidien. Quand tout à coup, les 2 frères Hernandez apparaissent dans sa vie, et décident de monter une arnaque dans la petite ville de Yerba Buena. Ils persuadent les villageois, pour la plupart complètement illettrés, qu'ils sont les prophètes de grands dieux anciens et vont créer une secte inca. Ils y entraînent les villageois en échange de vénération et d'offrandes. Pour donner un peu de spectaculaire à la chose, ils embauchent Magdalena et la font apparaître dans un écran de fumée, en disant qu'elle est la réincarnation d'une déesse inca. Et là, ça devient n'importe quoi. Les rituels sont de plus en plus pervers et violents, tant et si bien que 2 villageois veulent se barrer du groupe et Magdalena le prend plutôt mal. Ça fait chier si Alfonso et moi on se bat ou pas? Oh non, je pense que je vais juste t'égorger, te couper en morceaux et te manger au cours d'une orgie. Ok. L'usage de plus en plus abusif de drogue dans les cérémonies n'aidant pas non plus à calmer le jeu, Magdalena Solis monte encore un cran dans l'horreur. Et pour madame, ce sera? Un grand bol de sang humain coupé avec du sang de poulet.
Eh bien, un grand bol de soie humain coupé au sein de poulet pour à 12 qui revient, s'il vous plaît. Par contre, je ne suis pas une dame. Ah. Je suis une déesse. Effectivement, Magdalena commence à croire beaucoup trop à cette histoire de réincarnation. À partir de là, entre cannibalisme et orgie, les rituels atteignent leur paroxysme de violence, jusqu'à ce que la prêtresse dévore le cœur d'une victime encore vivante. En plus de ça, les disparitions deviennent vraiment inquiétantes pour les autorités locales. Toute la petite bande se fait arrêter en 63, et Magdalena écope de 50 ans de prison, puisqu'elle ne sera condamnée que pour 2 meurtres sur les 8 dont elle est accusée, ce qui est à peine la moitié de ce dont on la soupçonne, mais qui resteront sans preuve. Elle est en liberté depuis 2013. Il était une fois, au début du XXe siècle, une très belle femme roumaine qui s'appelait Vera Renci. Oh, qu'elle est belle. Elle se marie avec un monsieur et en a un fils. Tout va bien, et puis Vera commence à se dire que, au lieu d'aller au travail, son mari va sûrement juste la tromper avec un max de meufs. De plus en plus jalouse, elle finit par l'empoisonner à l'arsenic. Elle fait disparaître le corps dans sa cave, dans un petit cercueil en zinc, et raconte à tout le monde que le mec est parti et l'a laissé, elle et son fils, tout seul. Puis elle se remarie, et devient très jalouse, et tue le mec, et le met dans sa cave dans un petit cercueil en zinc. Puis elle rencontre un autre mec, et devient très jalouse, et tue le mec, et le met dans sa cave dans un petit cercueil en zinc. Puis elle rencontre un autre mec. Dis donc, chérie, je reviens de la cave là, c'est à toi tous les cercueils en zinc? Et toi, tu couches avec combien de femmes? Elle tuera même son fils. Certains disent que le motif était la jalousie également, parce qu'il avait une petite amie. D'autres prétendent que c'est parce qu'il avait découvert le secret de sa mère. Dans les années 30 en tout cas, la femme de l'un de ses amants suit son mari infidèle jusqu'à la maison de Vera. Et le mec ressort plus jamais. Du coup, la femme donne l'alerte et on découvre dans la cave de Vera 35 cercueils en zinc bien rangés, avec les corps de ses victimes à l'intérieur. Elle sera condamnée à 32 peines de prison à perpétuité. La peine de mort n'étant pas applicable aux femmes en Roumanie à cette époque. Il était une fois, dans les années 50, au Texas, une infirmière pédiatrique du nom de Jeanine, qui avait envie, selon ses propres dires, de se sentir utile. Je ferais bien un truc pour mon prochain. Par exemple, donner à une association pour le droit des enfants. Non, plutôt tuer des enfants. Alors, elle tua approximativement entre 11 et 46 bébés et enfants sur une période de 2 ans. On ne sait pas exactement combien parce que des responsables d'un hôpital dans lequel elle a travaillé ont détruit tous ses rapports d'activité. Elle avait bon espoir que ces morts d'enfants à l'hôpital allaient motiver les autorités à ouvrir un pôle pédiatrique intensif dans la ville où elle travaillait. Elle a été arrêtée en 85, a manqué d'être relâchée en 2017 en vertu de lois en cours au Texas sur la surpopulation dans les prisons, puis elle a été finalement accusée d'un crime supplémentaire et réemprisonnée pour plusieurs dizaines d'années. Alors, est-ce que toutes ces histoires vous ont plu les enfants ? Bof bof. Pour l'anecdote, ces femmes ont toutes inspiré des personnages de romans, de théâtre, de films, voire ont eu leur propre biopic. Vera Renci inspirera le personnage principal d'Arsenic et Vieille Dentelle. Le personnage de Jane Jones apparaîtra dans 2 films. De nombreux livres ont été écrits sur Hélène Gégado et un film retraçant sa vie est sorti en 2017. Et Magdalena Solis est le nom d'un groupe de musique. Comme quoi, la fascination pour les tueurs en série semble être relativement unisexe. Lorsqu'on imagine un espace de violence pour la femme, force est de constater que c'est traditionnellement dans un lieu où elle est censée régner, exceller ou tout du moins avoir un accès facilité. On peut ainsi dégager 4 grandes figures de la tueuse en série. La veuve noire, l'infirmière ou ange de la mort, souvent couplée avec la mère infanticide, l'empoisonneuse et la sorcière. Ici nous en avons une représentation de chaque. Vera tuait des hommes qu'elle séduisait, Jeanine des enfants dont elle avait la charge, Hélène qui n'avait accès qu'aux cuisines, empoisonnée à tour de bras, et Magdalena est une incarnation d'une cruauté perverse. Ce sont des crimes dont ont pu se rendre coupables des hommes aussi, et qui sont loin d'être une chasse gardée féminine, mais c'est une assez bonne démonstration du fait qu'on exerce sa violence avec les armes qu'on nous laisse sous la main. Autrement dit, quand vous décidez que seules les femmes cuisinent, il faut s'attendre à avoir pas mal d'empoisonneuses qui traînent. Et cela n'a pas forcément grand chose à voir avec la violence inhérente ou non à un sexe ou un autre. Il y a toujours eu un genre assigné plus violent, plus apte au crime. Le masculin est prédateur et le féminin est proie. Et les chiffres tendraient à le prouver. Sauf que, en fait, selon Ike ou Vronsky par exemple, les femmes accompliraient autant de forfaits que les hommes. Sauf qu'elles parviendraient mieux à les dissimuler, se faisant donc moins prendre et par là même faussant les statistiques. Et, autre fait intéressant,
toujours selon les mêmes criminologues, elles auraient été jugées jusqu'ici de façon très différente des hommes par les juges. Les représentants de la justice, jusqu'à il y a peu majoritairement masculins, et élevés dans une société patriarcale, dans laquelle on leur apprend qu'une femme ne peut pas être capable de violence de façon naturelle, auraient eu jusqu'ici un syndrome du chevalier, cherchant inconsciemment à protéger la femme qui, en tant qu'éternelle mineure, ne peut pas prendre pleinement la responsabilité de ses actes. Ainsi, leurs gestes s'en retrouvaient parfois diminués d'un point de vue légal, leur peine amoindrie sous l'effet de circonstances atténuantes, voire même leur culpabilité dans certains crimes carrément écartée. Il suffit de mettre le nez dans ces questions pour se rendre compte de leur complexité et de leur profondeur. Est-ce qu'il existe une criminalité féminine différente de la criminalité masculine? Et qu'est-ce que cela raconte sur notre société et sur nous? Ce serait une bonne question, non? Attends, c'est pas le titre de l'autre émission chiante, ça, là? Ah, j'aime pas ça, moi. No matter how